Donc je vais vous parler des différentes formes de sélection participative. Et c'est vrai qu'on a eu des débats au sein du projet sur qu'est-ce qu'on appelle sélection, quel type de sélection, sélection participative. Frédéric de RSP a parlé de sélection paysanne. Lorsqu'on parle de sélection participative, en fait, la sélection participative, c'est une invention de chercheurs. Et le terme, vraisemblablement, a été utilisé par la première fois dans une revue faite par un chercheur en 1996, où il regardait en fait les travaux faits par des chercheurs qui travaillaient au sud, et des chercheurs donc qui se sont trouvés confrontés à des problèmes vraiment très forts de sécurité alimentaire, de petits agriculteurs qui travaillent donc sans intrants et pour lesquels la semence est vitale. Et en fait, ils ont d'abord pas forcément accès à des semences commerciales. Ils ont des difficultés des fois à pouvoir ressemer ce qu'ils ont récolté parce qu'il faut qu'ils mangent. Et puis ils sont donc dans une diversité de milieux marginaux entre guillemets. Mais ils ont une ressource, c'est qu'en fait ils savent faire des semences. Ils savent faire des semences et il y a des réseaux de semences quand même qui existent. Et en fait les chercheurs qui étaient confrontés, les généticiens qui étaient confrontés à ça très rapidement ont travaillé avec ces paysans pour les impliquer dans la création variétale, pour faire des variétés qui soient adaptées à leurs besoins, à leur milieu. Et donc on parle de la participation ici, c'est la participation des paysans au travail de sélection fait par les chercheurs. Et ce faisant, en fait, ils sont aperçus qu'on pouvait imaginer des dispositifs dans lesquels on pouvait adapter continuellement la plante à son milieu. Et quelque part, donc l'innovation, elle est, je dirais, dans un premier temps organisationnelle, puisqu'en fait, c'est créer un dispositif qui permet de faire cette sélection avec les différents acteurs. Dispositif d'innovation permanent. Donc les différents acteurs, on parle de triptyque, le mot est arrivé assez vite dans le projet, entre des paysans et des chercheurs, ça c'était la configuration au sud. Et puis au nord, quand la sélection paysanne s'est développée, la sélection paysanne, elle impliquait les paysans entre eux et éventuellement des animateurs qui les accompagnaient. Avec pour eux une difficulté d'amener des chercheurs du nord à collaborer sur des problèmes, enfin, avec des méthodes de travail qui étaient assez différentes de celles utilisées par les sélectionneurs. Et puis là-dedans, en fait, on a aussi la plante qui s'invite. C'est aussi une innovation génétique parce qu'on travaille sur des plantes qui ont une diversité. Si on veut continuer à faire évoluer cette plante et les pratiques des agriculteurs, etc., il faut de la diversité. Donc en fait, il va falloir que l'on gère de la diversité, ce qui n'est pas le cas dans une variété commerciale. Et en fait, on a une influence de la plante, du type de plante, sur la forme de sélection qui est organisée. C'est une incompréhension avec Jennifer de l'Agrobio Périgord qui nous a amené à réfléchir à ça, et puis là on est en train de boucler un papier là-dessus. C'est quelle est l'importance de la plante. Parce qu'en fait, à un moment donné, moi j'étais dans la logique, je dirais, un peu de sélection paysanne, et puis du chercheur qui est là pour accompagner la sélection paysanne. Et en fait, j'imaginais assez mal aller chercher des méthodes développées par la sélection privée, vraiment tout un arsenal technologique mis en place. Et en fait, Jennifer a dit, je ne vois pas pourquoi nous, on se passerait d'un certain nombre de connaissances qui ont été élaborées, y compris par des chercheurs de l'INRA et des chercheurs du public, pour faire de la sélection dans nos champs. Moi, je disais, pour moi, la sélection paysanne, c'était forcément de la sélection massale. On n'allait pas se prendre le chou avec des outils, des connaissances, des trucs qui avaient été faits. Bon, et puis après, je me suis dit, mais attends, moi, où est-ce que je bosse et avec qui je bosse ? Et j'ai regardé un petit peu, et là, je prends l'exemple sur les fourragères, en fait, des différents types d'espèces qu'on peut avoir dans un système fourrager. Et ça permet de brosser un tableau où on voit qu'on a le type de plante a une incidence. Vous avez de l'orge, du seigle, du maïs, de la luzerne et de la prairie, déjà, le type de reproduction. De l'orge, vous avez une plante qui est autogame. Donc en fait, vous faites un croisement, vous créez de la diversité, et la descendance que vous observez sur une plante, en fait, c'est des pleins frères, et ça permet d'évaluer assez facilement
la qualité de la plante. Quand vous êtes sur une fécondation croisée, vous récupérez des graines sur une plante, vous êtes à peu près sûr de la mère si vous ne plantez pas dans les branches de la plante. Par contre, le père, c'est l'ensemble de la population autour, et là, vous ne triez pas. Donc en fait, vous avez des demi-frères, et vous avez une évaluation de la plante qui devient beaucoup plus difficile. La pérennité aussi. L'orge, on est sur des cycles qui sont très courts, donc on va pouvoir faire de la sélection assez rapidement. Par contre, quand vous descendez dans le tableau, sur la luzerne de la prairie, vous êtes avec un enjeu forcément d'améliorer la pérennité de ces variétés-là dans vos systèmes de production. Et donc là, vous en prenez pour 7-8 ans pour chaque cycle de sélection. Après, l'influence de la sélection naturelle. Alors certes, la sélection naturelle, là, l'intérêt de la sélection participative ou de la sélection paysanne, c'est que vous faites de la sélection directement dans le milieu de production. Mais la sélection naturelle va être forcément plus forte sur des allogames qui sont pérennes et pour lesquels, en plus, vous avez des densités de semis qui sont colossales. Une luzerne, vous avez 1000 graines par mètre carré, si je ne me trompe pas, c'est à peu près le ratio. Et voilà, une luzernière, au bout de 10 ans, vous avez un pied par mètre carré. Donc vous êtes passé de 1000 à une graine, qui est l'effet de la sélection. Et donc en fait, vous pouvez faire de la sélection évolutive, je dirais efficace, donc, sur ce type de plantes. La sélection humaine, on l'a vu, elle sera plus efficace en haut du tableau. Je dirais qu'elle est peut-être même sans objet dans certains cas sur la prairie, puisqu'en fait l'enjeu est plus de sélectionner des espèces qui vont bien plutôt que de faire de la sélection intra-espèce, mais bon, ça se discute. Et l'unité de sélection, on le voit aussi, va varier selon le type de plante. Donc en fait, c'est Villemorin, je crois qu'il y a eu un passage, au cours du 19e siècle, Villemorin en fait a commencé à sélectionner sur des individus. C'était une drôle d'idée parce qu'en fait on récolte des populations, donc pourquoi aller d'un seul coup valoriser les individus? Mais c'est une idée qui a profité, quoi. Et donc il y a eu de la sélection généalogique derrière, même de la sélection massale sur les individus. Donc l'unité de sélection, elle est assez facilement sur des céréales, par exemple la plante. Sur le maïs, bah, ça se discute, mais la plante reste on peut faire de la sélection sur une plante. Par contre, sur la luzerne, je n'ai pas beaucoup de paysans dans notre groupe là, qui va aller se balader dans les champs de luzerne et se mettre dans les poches les graines des luzernes qu'ils trouvent jolies. D'accord ? Et le dernier point aussi, c'est le couplage qu'il y a entre la production et la sélection. Alors, l'intérêt de travailler directement dans le champ, c'est aussi de pouvoir coupler production et sélection. Mais quand on récolte le grain ou la semence, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, ça reste quand même la même entité biologique qu'on récolte sur les céréales qui permet de faire la sélection. Par contre, quand on bascule sur une luzerne, il faut évaluer la qualité de la luzerne. Une luzerne aurait vraiment d'intérêt fourrager finalement, elle serait d'autant plus intéressante qu'elle ne fleurirait pas et qu'elle serait pérenne. Et là, vous devez négocier ce qu'on appelle des corrélations négatives, où la luzerne la plus pérenne sera aussi celle qui produit le moins de semences. Et on a de la chance parce qu'on s'en fout un peu, parce qu'il y aura toujours suffisamment de semences dans un champ d'un paysan. Lui, il ne va pas se faire du fric là-dessus. Donc en fait, il va pouvoir prendre ça. Voilà. Il y a des différences biologiques qui ont des incidences. Dans un cas, en haut, on est dans des logiques où on va pouvoir quand même maîtriser beaucoup les choses. Et puis en bas, on est dans le pilotage de processus écologiques, de travail sur des populations, etc. En haut, on voit bien tout l'intérêt d'une sélection individuelle. La sélection, elle est centrée sur des logiques de croisement, de tri. On peut aussi, sur des autogames, par exemple, faire son propre conservatoire à la ferme. Donc on peut se dégager aussi d'une forme collective et faire des choses chez soi beaucoup plus facilement. Et puis on peut remobiliser effectivement les connaissances produites en amélioration des plantes et en génétique et faire intervenir des chercheurs, l'expertise des chercheurs dans ces dispositifs-là. Quand on est en bas, c'est un peu une autre histoire. Oups, pardon. En fait, on est dans la gestion de processus évolutifs, de dynamique de population. Finalement, plus que les croisements et les tris, c'est les échanges de semences qui vont vous permettre d'améliorer les populations. Vous choisissez une population ou telle autre, sur tel endroit, elle va bien, tel champ, etc. Et puis vous allez remélanger avec d'autres populations. Et par contre, la conservation et la gestion de la diversité ici, si vous voulez maintenir deux populations de maïs anciennes ou paysannes relativement indépendamment, vous n'allez pas les semer l'une à côté de l'autre. Donc vous êtes obligé de rentrer dans des logiques
de séparation et possiblement aussi un peu plus collective. Et donc là, la position du chercheur, elle est, je dirais, un peu plus compliquée, parce que ce qu'on a fait en sélection sur la luzerne, par exemple, qui est une plante qui a été très sélectionnée, et qui est une plante sur laquelle on fait des OGM, etc. Bon, là, vous ramenez la connaissance de là-dessus beaucoup plus difficilement là-dedans. Vous êtes plus dans une logique d'accompagnement en cherchant des connaissances du côté de l'écologie et aussi de tout ce qui est la gestion des collectifs avec les sciences humaines et sociales. Néanmoins, je ne suis pas en train de dire que tout se résorbe par la biologie, mais la sélection participative, c'est une innovation organisationnelle, je l'ai dit tout à l'heure, et donc on a Sperling qui a proposé 3 critères pour qualifier la participation au sein de ces dispositifs de sélection participative. D'abord par le rôle joué par les différents acteurs du triptyque, les paysans, les animateurs ou les chercheurs. On voit qu'en fait, chacun peut être à un moment donné, enfin pas à un moment donné, mais instigateur de l'action, c'est qui a le pouvoir, qui engage l'action, peuvent être des informateurs, peuvent être des formateurs, etc. Et puis le moment de la participation, dans nos dispositifs, en fait, on voit aussi que certains dispositifs sont partis, je pense à Agrobio-Périgord, sans chercheurs, et de loin en loin vont chercher de l'expertise auprès de différents chercheurs ou labos sur certains aspects, font des analyses sur le risque OGM des semences, etc. Donc on voit que la participation, là pour le coup des chercheurs, elle va être limitée. Voilà. À l'AVEM ou au pays, dans le 64, en fait, les chercheurs étaient là dès le départ. Le degré de participation aussi va dépendre, donc dans la phase soit consultatif, donc là dans un rôle d'expertise ou soit collaboratif, et on va vers de la co-construction et du collégial dans la forme la plus aboutie. En même temps, c'est très difficile d'être participatif à tous les étages et tout le temps. Donc tout ça, ça génère des dispositifs de sélection qui sont très diversifiés, tant dans leurs objectifs que les méthodes mises en œuvre. Les modes d'organisation, on parle de dispositifs qui sont certes décentralisés par rapport au modèle dominant, mais il y a des formes qui sont plus ou moins centralisées. Laurent tout à l'heure disait à l'AVEM, voilà, on a essayé un modèle économique qui avait quand même une volonté de centraliser un petit peu les choses autour d'un animateur qui régule un peu, puis on voit que voilà, il y avait une façon de faire, une pratique qui a perduré et qui s'est développée, et qui allait plutôt dans le sens du réseau que d'une forme de centralisation. La formalisation, elle est plus ou moins aboutie aussi dans les dispositifs. Et puis la relation à la science, eh bien, elle dépend aussi des dispositifs, de quelles sciences sont convoquées. Donc là, c'est là où je pense que certaines espèces, ça va être plus facile que d'autres d'aller chercher des chercheurs. Je pense que sur le maïs, par exemple, ça devient un peu plus compliqué d'aller chercher des chercheurs. Il n'y a pas que la biologie de l'espèce, mais la biologie de l'espèce, elle a joué aussi un rôle dans les orientations prises par les chercheurs en génétique qui ont privilégié la voie de l'hybride. Et donc ces chercheurs-là, vous les ferez difficilement revenir pour travailler sur des populations de maïs. Et puis les postures de recherche aussi, si on arrive effectivement à travailler sur les aspects génétiques ou si on est dans des dispositifs où finalement ces connaissances génétiques, elles sont assez mal appropriées vu le décalage qu'il y a entre le travail qui a été fait, par exemple sur la sélection des fourragères, et puis les situations de gestion telles qu'elles sont sur le terrain, où là il faut improviser et découvrir des nouvelles choses.